découvert qu'on avait des pénuries de matériel d'équipement. Hop, on est prêt? Oui. Alors, bonjour tout le monde. On est en onde. Je suis contente de vous voir aujourd'hui, ou du moins que vous soyez avec nous pour assister. Aujourd'hui, on a la chance de s'entretenir avec Stéphane Leblanc, qui est le fondateur du Centre international du leadership conscient. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bon, ça va bien? Oui, ça va super bien, merci. Bon. Alors, nous, ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît. Par contre, pour les gens qui se joignent avec nous au moment, peut-être que ce serait bien que tu leur présentes un petit peu ton parcours et par où tu es passé pour pouvoir, à ce moment-là, t'en aller vers justement le leadership conscient. Parfait. Ben, moi, j'ai commencé chez Bombardier, j'avais 25 ans comme gestionnaire de projet, il y a 81, je crois. Et oui, j'ai gradué de génie en 79. Et j'ai quitté en 2014, tu sais, 40, plus que ça, 47 ans. Et Mm. pendant toute cette carrière-là, j'ai monté les échelons et j'ai passé de la gestion de projet à la gestion des opérations. Et je suis resté là toute ma vie. J'ai vraiment tombé en amour avec la gestion des opérations parce qu'on gère une grande quantité de gens. Ce qu'on fait compte à tous les jours parce que la pression, elle est quotidienne et non pas ça va se passer dans 3 ans. Tu sais. Comparativement à les gens qui font du développement de produits, des fois, c'est très loin. Tu sais. Fait que ça, c'était pas pour moi. Moi, j'étais un gars plus d'action. Et aussi, j'ai adoré dealer avec les gens où, quand tu es sur le plancher de production, c'est toujours la vérité. Les gens ne nous mentent pas, il n'y a pas de politique, tout ça. Et j'ai eu la chance de gérer plein d'opérations. Puis, m'amener en 2008, mon patron, qui est redevenu le patron de excuse-moi, de Bombardier après Hydro-Québec, M. Martel, m'avait promu comme vice-président. J'avais 42 ans et on avait une usine, une organisation qui avait beaucoup de défis. Et tu étais là, Stéphanie, et on avait un mandat de faire une transformation. Ça a été très difficile, très difficile. Et moi, comme leader, pour accomplir la mission, j'ai dû me transformer plusieurs fois. Et je suis devenu ce que j'appelle aujourd'hui un leader conscient. Donc, un leader qui crée une vision, un leader qui prend soin de ses gens, qui les embarque dans la vision et qui gère de façon très rigoureuse le plan, mais un leader qui a un équilibre entre la tête et le cœur. Mhm. Souvent, quand on fait une transformation, on va dans la tête, on fait des plans de couper les coûts, etc. Bien, j'ai découvert à ce moment-là que si on n'avait pas les gens avec nous, bien, on n'arriverait pas. Puis la seule façon d'avoir les gens avec nous, c'est avec le cœur. Donc, j'ai fait ça ensuite chez Volvo. J'ai travaillé pour Volvo après mon départ à Bombardier. Des belles transformations. Puis le 5 avril 2017, donc ça fait 3 ans, j'ai créé un centre de leadership conscient pour élever la conscience dans les affaires, dans le leadership. Je vais être très honnête, j'ai lancé ça, je n'avais pas de plan d'affaires. C'était plus grand que moi, c'est ce que je devais faire. Puis aujourd'hui, je me rends compte que toute ma vie, c'était une pratique pour ça. C'est pour ça que j'existe. Et ça me permet de, tu sais, depuis 3 ans, j'ai été appelé à aller dans 6 pays, faire des ateliers, des conférences sur le leadership conscient. Donc, on serait surpris de savoir que l'année passée, j'ai été invité dans le système de la santé, le colloque annuel des cadres supérieurs, premier après 4 ans. Le thème, c'était le leadership conscient. Donc, c'est moi qui ai animé presque toute la journée. OK. C'est une passion que j'ai. Et tu sais, quand on travaille ensemble, Stéphanie, j'avais découvert que mon plus grand talent, c'était de faire grandir les gens. Et aujourd'hui, je le fais à temps plein. Mm. Ah, bon, t'as la chance, c'est bon. Écoute, tout à l'heure, quand tu présentais brièvement, c'est ça, ton parcours et tout ça, tu parlais, entre autres, de transformation que toi, tu as dû faire. J'aimerais ça, tu sais, je pense qu'avec ce qui se passe dans l'ère d'aujourd'hui, avec la crise, puis tout ce qui se passe et tout ça, je pense qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde fasse un petit bilan, un bilan personnel, un bilan d'entreprise et tout ça. Mais qu'aussi peut-être comment tout le monde commence à s'éveiller à des nouvelles choses ou des nouveaux styles de leadership comme tu parles. Puis je pense que l'exemple que toi, tu as vécu dans cette transformation-là que tu Mhm. as faite personnelle, elle est justement de mise avec tout ce qui se Mhm. passe. Alors, ce serait peut-être bien si tu pouvais nous la décrire un peu. Oui, mais moi, tu sais, ça prend toujours un catalyseur pour la transformation. Et je crois que la crise actuelle peut être un catalyseur pour la transformation de beaucoup Mm de gens, beaucoup de leaders, d'organisations et j'espère profondément pour notre société. Pour -hmm. la simple et bonne raison qu'on vit dans une société qui a un programme. Le programme sociétaire, c'est la performance, les résultats, l'argent, la consommation. Et tout le monde savait avant le début de la crise que ça n'avait pas d'allure. Tout le monde était à bout de souffle. 40 de problèmes de santé mentale dans nos organisations. Ça a triplé
les enjeux de santé mentale et même des pensées suicidaires sur les jeunes en bas de 12 ans avaient triplé depuis 5 ans. C'est pas normal, ça. Hein, dans une société où il y a le plus d'abondance de technologie. Donc, moi, je vivais dans le programme sociétaire et quand j'ai commencé chez Bombardier, ça fait longtemps, là, les opérations, c'était un milieu d'hommes. C'était très tough. Tu sais, c'est les moments où ça tapait sur la table, ça sacrait, puis c'était très tough. Et moi, j'ai la capacité d'être un guerrier, donc j'ai mis le costume du guerrier. Et c'était la seule façon de réussir dans ce milieu-là. Puis à un moment donné, 3 ans avant qu'il me promouvoie, Éric Martel, donc 2008, donc ça serait 2005, Éric Martel est devenu mon patron à ce moment-là chez Bombardier. Puis il me dit, tu sais, Stéphane, tu livres des résultats exceptionnels. C'est fantastique. À ce moment-là, j'étais directeur général, je gérais 700 personnes. Mais il dit, au niveau des gens, là, tu es trop tough. Tu es trop tough avec tes pairs, tu es trop tough avec tes fournisseurs. Tes employés t'adorent parce que tu les protèges. Mais il faut vraiment que tu transformes. Et moi, un petit peu, j'avais 37 ans, un petit peu arrogant. J'ai dit, mais moi, je n'accepte pas ça. Tu sais, j'ai dit, moi, Éric, je suis un haut potentiel. Puis aujourd'hui, Éric Martel et moi, on en rit. Je suis un haut potentiel. Je refuse de signer l'évaluation de performance. Puis après une semaine, Éric m'a invité à déjeuner chez Cora. Tu sais. Puis il m'a dit, tu sais, Stéphane, je t'évalue en fonction de ton potentiel, pas ton passé. Si tu ne transformes pas ça, pas de problème, tu vas rester à ton niveau pour longtemps, mais je sais que tu es un gars qui a plus d'ambition. Et là, j'ai vraiment accepté ça. Et là, j'ai saisi le pouvoir du leadership, tu sais, comment Éric a réussi à allumer l'étincelle. Après ça, la transformation, c'est moi qui l'ai faite. Lui, il ne m'a pas dit quoi faire. Mais là, j'ai vraiment découvert. Et quand on cherche, on découvre. Hein? Il y avait des programmes à ce moment-là de développement de leadership plus conscient. Et moi, j'ai vraiment tombé en amour avec ça. La transformation, la possibilité qu'on avait de redéfinir qui on veut être et non pas de se laisser pris dans qui on était hier. Et là, j'ai choisi d'être un guerrier, un gars qui a beaucoup de courage, de faire des choses difficiles, mais d'ouvrir mon cœur, tu sais, de vraiment connecter aux gens. Tu sais qu'on travaille ensemble, même avec le syndicat, tu sais, où il y avait eu des conflits depuis le début de l'ouverture de l'usine, mais c'est devenu un de nos plus grands partenaires. Tu sais. Et 3 ans plus tard, on a célébré un gros investissement main dans la main avec le syndicat qui était devenu un partenaire. Donc, c'est ça que je veux dire, la transformation. Pour moi, c'est devenu flagrant que pour transformer une organisation, mais il faut se transformer soi-même. Le défi dans nos grandes organisations, c'est que les leaders seniors demandent aux gens de se transformer, mais eux, ils font jamais de transformation. Et là, c'est pour ça que la transformation elle tombe en pleine face. Tu sais, d'habitude, c'est éphémère et on ne fait jamais de vraie transfo. Donc, c'est un peu ça le chemin. Et pour moi, la transformation, c'est de redéfinir qui on est. Tu sais. Comme leader, plus on est haut, plus qui on est plus important que ce qu'on fait. Je dis ça avec humilité. Quand on est à très haut niveau, on ne fait plus grand-chose hein, parce que tout est fait pour nous. C'est pas vrai, on est hyper occupé, mais la plupart du temps, on est en communication. On écoute ou on émet. Et qui on est quand on le fait, la façon qu'on fait sentir les gens autour de nous, c'est beaucoup plus important. Tu sais. Oui, certain, oui, bel exemple. En fait, puis je vais juste dire aux gens qui nous écoutent de ne pas hésiter à nous envoyer des questions si vous en avez. Ça va nous faire plaisir au fur et à mesure, ou même des commentaires, de pouvoir y répondre. Écoute, tu viens de le dire, puis j'aimerais ça peut-être enchaîner là-dessus. Tu viens de parler d'humilité. Je pense que clairement, l'histoire que tu viens de raconter ou le chemin que toi, tu as passé, l'humilité, l'authenticité, ça fait partie des choses qu'il a fallu que tu fasses surgir chez toi. Comment tu le vois, toi? Comment tu le décris, le leader conscient? Comment tu le visualises pour essayer peut-être de rendre une définition un petit peu plus concrète? Parce que, un leadership conscient, les gens peuvent voir ça un petit peu comme conceptuel et tout ça. Fait que, juste pour rendre ça un petit peu plus pragmatique, là, c'est quoi pour toi un leader conscient? Je vais faire ça, mais je vais juste apporter un mot sur l'humilité qui est vraiment intéressant parce que moi, je viens de parents ouvriers, un camionneur, une femme. Ma mère travaillait chez la ligne de production chez Avon. Donc, des gens très humbles. Mais moi, j'étais hyper gêné quand j'étais jeune. Fait que quand j'ai pris de l'envergure, quand j'ai monté dans les postes, je suis devenu un peu arrogant, comme bien des jeunes fringants. Mais l'humilité, on la regagne quand la vie nous humilie. Souvent, on dit l'humiliation nous amène à l'humilité. Quand on manque notre coup, quand on fait un projet de transfo, tu viens avec toi et moi, ça a pris 22 mois. Maintenant, tu te dis, OK, pourquoi ça n'arrive pas? On met des efforts, mais on n'arrive pas. Mais maintenant, on devient plus humble. On accepte que, c'est pas à cause de moi qu'on arrive. Hein? Moi, j'ai juste 1 sur 2500. J'ai un rôle important, mais le rôle du fabricant de pièces dans le fond d'usine est aussi important que le mien. Je pense que la vie, elle veut nous amener dans l'humilité.
Mhm. Et je dis, plus on veut faire des grandes choses, plus il faut être humble, parce que plus on va manquer notre coup quand on fait des grandes choses. Si on veut vivre une petite vie, tout va être parfait. Si on veut vivre une grande vie, il va en avoir des erreurs. Donc, pour revenir au leadership conscient, et l'humilité, pour moi, fait partie d'un leader conscient. Un leader conscient, c'est entre autres quelqu'un qui est passé du jeu à nous. Hein, on peut regarder les travaux de Carl Jung dans la psychologie. Les plus bas niveaux de conscience, c'est je. Hein, on a juste à écouter le langage des leaders qui vont dire, ben, j'ai fait ça, alors qu'on sait qu'il y a 100 personnes en arrière qui ont fait le travail. On le sent dans l'énergie des gens qui ne sont pas dans la conscience. Ils utilisent l'environnement, les gens autour pour satisfaire leurs besoins personnels de reconnaissance, d'être aimé, le gain personnel. Hein, on a vu des entreprises au Québec qui ont mis des milliers d'employés à pied, mais les présidents se payaient 10 millions de bonus. Ouais. C'est pas normal, ça. Okay? On ne les nommera pas, mais on les connaît. Ça se passe partout dans le monde. Okay? Ouais. Donc, un leader conscient qui est passé du jeu à nous. Et dans le nous, le jeu est inclus. Hein? Ouais. Si l'entièreté bénéficie, ben moi, je vais en profiter aussi. Mais c'est aussi un leader qui est guidé par des valeurs. Hein, un bateau qui n'a pas de gouvernail va se promener sur le lac. Mais si je te demande de retrouver l'autre bord du lac puis je n'ai pas de gouvernail, ça va être difficile qu'on se rencontre à la bonne heure ou à la bonne place. Moi, ce que j'ai vu, c'est que souvent, les leaders n'ont pas de vision puis on ne parle jamais des valeurs. Donc, c'est un leader qui a une vision très claire, qui est souvent élaborée avec les collaborateurs. Quand on était ensemble chez Bombardier, on avait fait la vision avec les employés. Ouais. On a consulté 300 employés pour leur demander leur vision. Ouais. Puis ensuite, le syndicat. Puis ensuite, bien évidemment, c'est le rôle du leader de mettre ça dans les mots. Mais si tu as consulté 300 personnes, 10% de la population, bien, la plupart des employés vont se retrouver là-dedans. Puis c'est un leader qui guide, qui dirige avec des valeurs. Donc, on a une vision qui donne une direction, puis on a les valeurs qui le gouvernaient pour se rendre dans cette direction-là. Ouais. Et c'est un leadership dans lequel on veut satisfaire les besoins de toutes les parties prenantes. La plupart des organisations à but lucratif satisfassent les actionnaires. Ouais. Et on compromet souvent l'environnement, le bien-être des employés. Quand on est dans le leadership conscient, on sait que la profitabilité qu'on veut à la fin, c'est un résultat de d'autres choses. Ça passe par l'engagement d'employés, satisfaction clientèle. Je ne les nommerai pas, mais il y a des entreprises au Québec de qui j'achète des services. Ils ne l'ont pas du tout dans le service à la clientèle. Et c'est des très grandes entreprises. Ouais. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent pourraient en nommer aussi. Ouais. Alors qu'il y en a d'autres de l'autre côté, c'est un service exceptionnel. Ouais. Je pourrais en parler à tous les jours de ces entreprises-là. Donc, c'est aussi des leaders qui visent à co-créer un avenir prometteur pour les prochaines générations. Tu sais, les Premières Nations, ils ont inventé le leadership conscient, ils ne l'appelaient pas comme ça. Ils disaient qu'il faut prendre des décisions pour 7 générations. Ouais. Nous, dans la grande entreprise, souvent, on prend une décision pour 3 mois, tu sais, prochain trimestre. Et des fois pour la semaine prochaine. Puis Donc, c'est un leadership qui est très holistique. Et la preuve, là, il y a des grandes études qui ont été faites là-dessus par des grands sages, c'est que quand on fait ça bien, on fait de 4 à 10 fois plus de profit. Ouais. C'est un peu normal parce que les gens nous aiment. Les employés nous aiment, les clients nous aiment, la communauté nous aime. Fait qu'on a des crédits d'impôt, les gens payent un petit peu de cher pour nos produits. Puis nos employés, ben, ils viennent travailler le lundi avec le sourire. Et non pas le vendredi, je prends mon verre de vin parce que finalement, je suis parti de ma job. C'est un peu ça, le leadership conscient. OK. Donc, tu sais, si je résume un peu, ça a beaucoup à faire ou ça tient beaucoup en regard la culture de l'entreprise. Hein? C'est ce qui va, tu sais, tu as parlé de valeurs et tout ça, mais c'est un peu les assises de notre culture. Hein? Ouais. Et la culture, tu sais, on parle souvent de la marque employeur, mais tu sais, tu ne peux pas avoir une marque pour tes clients et une marque pour tes employés. C'est une marque. Hein? Ouais. Puis la marque, c'est ton ADN, c'est tes valeurs, c'est ce que tu es. Hein? Donc, de ce que je comprends, si je fais bien le lien, c'est que mon leader conscient est probablement celui qui a le plus le souci à ce moment-là de faire surgir une culture à travers ses employés qui va à ce moment-là amener la mobilisation et l'engagement. Oui, mais surtout une culture qui est créée, mais qui est vécue. Ouais. Moi, la culture, c'est ce que je dis simplement, c'est 3 mots, c'est les valeurs, les attitudes, mais surtout les comportements. Donc, les clients ne voient pas les valeurs, ne voient pas les attitudes, mais ils voient le comportement. Quand tu prends le téléphone et tu appelles ta compagnie d'assurance parce que tu as un bris sur ta voiture, quand ça prend 45 minutes, puis le lendemain, ils ont perdu ton dossier, puis bien là, tu comprends. Donc, peu importe ce qu'ils ont écrit sur le site web, moi, ma compagnie de cellulaire, peu importe ce qui est écrit sur le site web, la satisfaction client, elle est secondaire à la profitabilité. J'ai plein d'exemples concrets que je leur dis constamment. Mais c'est comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui se lève le matin et dit, moi, je veux créer une culture. Et tu sais, Google a prouvé que la performance
C'est le résultat de l'habileté des leaders de créer un environnement où on est sécuritaire psychologiquement. Donc, la capacité d'être qui je suis, de lever la main quand je ne suis pas d'accord, de ne pas me faire taper dessus, de dire j'ai fait une erreur, ou on n'arrivera pas dans le projet, ou on est en dehors du budget, et de ne pas te faire taper dessus. Parce que quand quelqu'un utilise du courage pour dire les vraies choses et qu'il se fait punir, il ne le fera plus jamais. Tu sais. Ouais. Et il y a plein d'organisations, on peut parler de Boeing avec le 737 qui est grandé depuis un an, mais quelque part, il y a quelqu'un qui a menti. Tu sais. Puis, selon moi, ça fait partie de la culture. On peut parler de Volkswagen avec les moteurs diesel qui avaient falsifié les résultats, mais quelque part, il y a quelqu'un qui a menti. Et c'est sûr que dans l'organisation, cette culture-là, elle allait jusqu'en haut. Jusqu'en haut. Par contre, tu peux parler de Prana au Québec avec Marie-Josée et son conjoint qui ont fondé la compagnie de noix. Ouais. Ils ont été cités dans le magazine Forbes pour utiliser 100 fois moins d'eau que d'autres organisations. Donc, tout est orienté sur le bio, la qualité. Mais tu sais, à la fin, tu peux dire des noix, c'est des noix. Mais quand je les achète, je sais que derrière ça, il y a une culture qui répond à mes valeurs. Oui, tout à fait. Et l'importance des valeurs, c'est que de plus en plus, les gens de notre génération, mais les jeunes, là, ils achètent avec leurs valeurs. Oui. Il y a des entreprises qui ne vivent pas les valeurs qu'ils écrivent sur le site web. Et tu n'as plus le goût d'aller. Moi, j'étais un fan de Starbucks. J'allais pendant 10 ans là, tous les week-ends. Mais là, j'ai réalisé qu'il n'y a aucun recyclage. Rien. Pourtant, sur le site web, c'est marqué on se préoccupe de l'environnement autant que nos clients. Mais j'ai dit, c'est pas vrai. Donc, moi, j'ai plus le goût d'aller. Parce que là, qui je suis, c'est comme dire si je bois de l'eau dans des bouteilles de plastique et je suis un gars qui promouvoit la conscience et l'environnement, c'est pas en fonction de mes valeurs. De plus en plus de gens achètent en fonction de leurs valeurs. Donc, c'est drôlement important. Oui, certain. Oui, puis écoute, je pense que tu viens de l'amener. Je pense que le leader, à ce moment-là, faut que les babines suivent les bottines, comme on dit habituellement. Donc, ce qu'il dit, ce qui fait paraître, ça fait partie de ses gestes clés au quotidien, dans le fond. Hein? C'est à travers nos gestes, pas juste de le dire, mais c'est aussi à travers les gestes que je prends pour pouvoir justement influencer ce que les gens autour de moi, que ce soit mes employés, mes clients, mes gestionnaires et tout ça. Pendant que tu poses une prochaine question pour appuyer ton point. Quand on travaillait dans l'organisation où j'étais responsable pour transformer, première année, je marchais avec un poids très lourd sur mes épaules parce que j'avais la peur de perdre mon emploi parce qu'avant moi, il y avait eu 8 VP qui avaient été licenciés. La seule personne qui n'a pas été licenciée, c'est la personne qui m'a promu, qui avait eu une promotion. Avant lui, tout le monde avait été licencié. Et ça prenait du temps à avoir des bons résultats. C'était long, hein, on travaillait. Puis à un moment donné, on a eu les vacances d'été. Et je suis revenu après les vacances d'été. Mon équipe de direction m'ont dit, en consensus, Stéphane, tu as complètement changé. Tu es tellement inspirant maintenant. Mais je dis, qu'est-ce qui se passe? Mais tu souris à tous les jours maintenant. Donc, ce qui s'était passé, c'est qu'avant les vacances d'été, moi, je ne m'acceptais pas. Si c'était moi, je me serais licencié. Là. OK. Tu sais, ils m'ont dit, Stéphane, comment? Parce que j'avais mon perfectionniste, tout ça. Puis dans les vacances, je disais, écoute, là, je suis le bon gars pour la situation, j'ai la bonne équipe, on va réussir. Là, j'ai commencé à marcher plus droit, plus léger, mais je te garantis que ça a eu un impact sur tout le monde. Parce qu'ils me voyaient, puis ils voyaient dans mon langage, dans ma posture, que là, j'avais gagné la confiance. Donc, eux autres aussi, ils croyaient. Ouais. Ce que tu dégageais, dans le fond. Et ça, on ne s'en rend pas compte. Oui. On n'est pas conscient de ça. Et c'est pour ça que je dis, Stéphanie, être est beaucoup plus important dans le leadership conscient que faire. Parce qu'on assume qu'un leader, là, surtout quand on est rendu directeur, vice-président, on est vraiment là pour la communication. Hein. C'est pas nous qui fait beaucoup des rapports, des présentations. Donc, notre être est beaucoup important, puis souvent, on n'est pas conscient de ça. Oui, certain. C'est drôle parce que, tu sais, on parle de culture, puis on parle d'être et tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, avec ce qui se passe aujourd'hui avec la pandémie, bien sûr, notre monde du travail notre organisation du travail a été bousculée. On se retrouve aujourd'hui avec peut-être des équipes qui travaillent encore dans notre usine selon des nouveaux paramètres, mais aussi des gens qui travaillent à la maison, donc tu sais, qui sont un peu partout. Tu vois ça comment, justement, faire rayonner son leadership conscient, puis continuer à faire poursuivre ou à faire vivre la culture d'entreprise à travers ce nouveau mode-là qui est un peu, tu sais, je veux dire, on est agile, mais tu sais, il faut s'adapter et tout ça. Tu vois ça comment aujourd'hui dans la Je pense que, tu sais, c'est sûr que c'est moins facile pour les gens qui aiment ça être près des gens comme moi.
tout le temps sur l'appel vidéo. Mais tu sais, le leadership, c'est aussi accepter qu'on gère des relations et qu'on gère un réseau dans lequel il y a l'énergie qui circule. Moi, je fais des appels à tous les jours, je fais des formations en ligne et c'est fantastique que j'ai réussi à transférer la même énergie. La seule affaire, c'est qu'on ne peut pas se donner un câlin ou un high five. OK, on le fait de façon différente. Donc, je pense qu'on ne peut pas se cacher derrière le fait qu'il y a une pandémie, qu'il y a la séparation. Et honnêtement, il y a combien d'employés qui demandaient le télétravail avant la pandémie, se faisaient dire non? Mais là, on l'a forcé. Et moi, je sais que pour la clientèle féminine dans la trentaine, quand les jeunes enfants, de pouvoir travailler à la maison une fois de temps en temps, et c'est peut-être le même cas pour les conjoints masculins, ça vient sauver là, un paquet de temps. On sauve 1 heure de trafic. Puis souvent, bien, la plupart du temps, on est beaucoup plus productif. En 2 meetings, on peut faire notre lavage, peut-être, tout ça. Puis... Fait que je pense que ça va changer le monde du travail, c'est mon espoir. Tu sais, je réfléchissais cette semaine à Québec, ils veulent bâtir le 3e lien, un projet de 5 à 10 milliards. Ouais. Je me dis, pourquoi on ne fait pas plus de télétravail? Tu sais? Parce qu'on en a vraiment besoin. La mairesse à Montréal, elle veut 15 milliards pour une ligne de métro. Peut-être avec du télétravail, on va sauver l'environnement, on va... Je pense que quand on veut, on peut. Et quand on travaille ensemble, toi et moi, on avait plusieurs usines. Ouais. Chez Volvo, j'avais 4 usines. C'est sûr qu'il faut faire des efforts pour aller voir les gens. Les gens veulent te voir. Ouais. Hein, parce que quand on est un leader, on a une énergie, surtout quand on a une énergie positive. Hein? Ouais. Et moi, je me servais des marches sur le plancher pour aller reconnaître les gens, la santé sécurité, surtout là-dessus. Tu sais. Parce que moi, j'ai réalisé que quand on est un leader conscient, les choses, quand il faut réprimander les gens, ce n'est pas notre job. Des fois, on va sur le plancher de production, on voit des choses qui ne sont pas d'allure. Ce n'est pas notre job de faire ça. Il faut parler au superviseur et lui, il va s'occuper de sa gang. Nous, quand on va là, il faut motiver les troupes. Parce que moi, je crois que les leaders conscients, c'est des gens qui aiment ça être sur le plancher. Plancher dans le bureau, il faut être vu, il faut être présent. Je pense qu'on peut le faire même en ligne. Tu sais. Moi, j'ai espoir qu'on ne sera pas en ligne toute notre vie. Là. C'est impossible. On va tous être dépressifs. Là. La nature humaine est faite pour être en physique. Ouais. Mais c'est de réaliser ce que tu as bien saisi, Stéphanie, que ma job, c'est de communiquer, d'inspirer, de reconnaître. Dans le fond, je suis un donneur d'énergie. Puis moi, je dis aux leaders, fais un sondage. Est-ce que tu es un donneur ou un preneur d'énergie? Hein? On sait qu'il y a des leaders qui rentrent d'une salle, l'énergie tombe à terre. Ouais. Moi, je n'ai jamais voulu être un de ceux-là. J'ai voulu, puis les gens me disent, Stéphane, tu es une boule d'énergie. Tu rentres, l'énergie saute. Peut-être trop des fois, tu sais. Mais ça, c'est contagieux. Certainement, certainement, certainement. Tu sais, puis je reviens avec tout ce que tu viens de dire. Tu as raison, dans le fond, tout ça peut très bien vivre même si on est à distance. Parce que, regarde, on peut rester quand même, tu sais, maintenant, on a tellement de tout avec la technologie, on peut rester quand même branché. Tu sais, on peut s'organiser justement pour peut-être mettre des gouvernances, des rencontres plus rapprochées, tu sais, pour être sûr que, tu sais, chez Bombardier, je donne l'exemple, mais tu sais, on avait des rencontres hebdo qui étaient le lundi, on avait nos rencontres quotidiennes le matin. Tu sais, là, je pense que c'est encore plus le temps de les faire vivre, justement parce que c'est notre façon de rester connecté tout au long. Puis, tu sais, fait autant ça qui est pour ton équipe que tes one-on-one qui sont, tu sais, là, tu peux être vraiment en face de la personne. Tu sais, même si je peux pas te toucher puis te prendre le bras quand on se parle, je suis quand même capable de voir ton non-verbal, je suis quand même capable. Fait que, tu sais, il y a quand même moyen, je pense, tu le disais, de pouvoir vivre faire vivre cette culture-là malgré ce qui se passe. Oui. Je pense que les leaders sous-estiment la communication. Moi, j'avais appris ça justement du fameux homme, Éric Martel. Là. Ouais. Il est arrivé chez Bombardier, il y avait 2500 personnes, il rencontrait les superviseurs aux 2 semaines. Du coudon. Et moi, j'ai décidé de faire ça. Quand j'étais dans le projet de transformation, j'avais 2500 employés. Ouais. Je rencontrais mes directeurs 1 fois par semaine dans le comité de direction, tous les superviseurs, chefs de service, directeurs 1 fois par mois, et tous les employés 1 fois par 3 mois. Ouais. Je faisais 7-8 rencontres sur le plancher avec le micro, puis j'appelle ça raconter des histoires. Voici ce qui se passe, puis voici. Puis à un moment donné, les gens voient que les histoires deviennent de plus en plus positives. Et là, les gens sont avec toi. Oui. Et les gens oublient ça. Souvent, la haute direction, même les vice-présidents sont déconnectés des troupes. Là, tout ce que les troupes entendent, c'est des mémos. Moi, je pense qu'on oublie qu'on est des donneurs d'énergie, puis la communication, elle est essentielle. Ouais. On le voit aujourd'hui, les gens sont accrochés au discours quotidien de François Legault, de Justin Trudeau, parce qu'on veut savoir les dernières nouvelles. Puis c'est drôle, on suit le beat que lui nous donne, il y a 4 semaines. Ça va bien aller. Ouais. Là, ça va pas bien pantoute. On est avec lui, hein? Oui. Parce qu'on peut critiquer,
on n'est pas toujours d'accord, mais au bout de la ligne, on sent qu'il nous donne la vérité, donc on suit le chemin. Ouais. C'est un peu ça. Puis la technologie, elle est avec nous, hein, fait qu'elle nous permet de faire tout ça. Ça, oui, certainement. Écoute, je peux pas passer à travers ta transformation, puis de parler de leader conscient, sans que tu nous parles de ton mentor, peut-être Richard Barrette, qui a été, je pense aussi, quelqu'un qui a beaucoup influencé ta transformation, Ouais. pas juste la tienne, de plusieurs milliers de leaders. Alors, peut-être que ce serait bien si tu pouvais nous en parler un petit peu. Ouais, Richard Barrett, c'était un gars qui était dans la société traditionnelle comme chacun de nous, là. Il travaillait à la Banque mondiale et Ouais. sa job, c'était de créer des moyens de transport d'un pays en voie de développement. Puis à 52, 53 ans, il dit OK, mais c'est pas mal plate ce que je fais. J'aime pas ça. C'est sûrement pas pour ça que je suis né. Et il a écrit son premier livre, Ce que mon âme me dit. Mm. À 54 ans, il a quitté pour fonder le Barrett Value Center. Ouais. Et il a inventé des outils pour mesurer avec les valeurs les niveaux de conscience et pour permettre aux organisations de se transformer. Donc aujourd'hui, je crois que les outils sont dans 135 pays. Mm. Son outil principal a été utilisé par 1 million de personnes. Et moi, j'ai eu la chance de le rencontrer en personne. Il m'a invité à une retraite il y a 2 ans à Oxford, en Angleterre, avec d'autres personnes pour qu'on ait la base, ça voudrait dire quoi? De créer le nouveau monde, tu sais, au niveau du gouvernement, de l'éducation, des affaires et des organisations à but non lucratif. Ça voudrait dire quoi, tu sais? Mm. Puis dans le fond, lui, Richard, comme il dit, c'est si chaque humain savait qu'il est une âme qui a choisi de vivre une vie humaine, on vivrait comment, tu sais? Donc Ouais. là, on connaît très bien notre ego, on connaît très bien qu'on serait là pour le bénéfice de faire grandir les autres. Ça a été extraordinaire. Depuis ce temps-là, c'est devenu un ami très proche. Tu sais, Richard a eu une grande influence. Et moi, j'utilise ces outils dans tous mes coachings. On pourrait même le partager avec ta communauté si tu veux. Il y a une version gratuite. Tu fais un test, 10 valeurs, ça te montre dans ta conscience. Il y a beaucoup d'éveil qui se fait à ce niveau-là. Pour comprendre qu'on est tous destinés à évoluer et à sortir de notre ego, tu sais, à apprendre à gérer notre ego pour mettre le focus sur les autres. Ce que Richard dit, c'est que 85 de la population vivent dans des plus bas niveaux de conscience dans l'ego. Ils ne savent même pas qu'ils peuvent sortir un peu de l'ego. Donc, ils parlent beaucoup d'eux, beaucoup d'eux, beaucoup d'eux. Et ça existe beaucoup dans le leadership, dans les organisations, c'est le même pourcentage. Et quand on rencontre quelqu'un qui est sorti de ça et qui prend beaucoup d'attention pour les autres, on sent de l'énergie. Tu sais, on a le goût d'être avec ces gens-là. Ils nous font grandir, ils nous posent des questions qui tuent, là, comme tout le monde en parle. Wow! OK, j'ai jamais pensé à ça. Ouais. Moi, quand je faisais des entrevues pour des postes de direction VP, je posais toujours une question. Toi, là, un jour, tu vas prendre ta retraite. Ça va être quoi ton leg de leadership? Quand tu ne payeras plus les gens, là, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? Mm. Et il y a 2 ans, j'ai eu une expérience avec un ami commun, Bassam Sabag. J'ai fait un podcast, je l'ai mis sur LinkedIn. Hey, tu aurais dû voir les commentaires que les gens disaient. Ça faisait 4, 5 ans, 8 ans qu'il ne travaillait plus pour lui. J'ai dit à cet homme-là, je dis, mais ça, c'est le reflet de ce que tu as laissé aux gens. Ouais. Il y a 4 mois, il y a une jeune personne qui travaillait pour nous dans le temps que j'étais dans la transformation. Il dit, il y a 8 ans dans l'hangar, tu as fait un speech. J'étais là, moi, un jeune homme. Et tu m'as tellement influencé pour ABCDE. Et aujourd'hui, j'essaie d'être comme toi. Ah, 8 ans après, tu sais. Fait que là, ouais. tu dis, OK, ben, j'ai eu un impact sur lui. Là, tu as semé une petite graine. Oui, mais ce qu'il avait dit, c'est que tu avais fait un discours devant 2500 personnes, pas de PowerPoint, pas de résultats, pas de tableau. Tu nous racontais des histoires, tu nous inspirais à devenir la plus grande version de nous-mêmes. Ben, j'ai dit, ben, c'est ça le leadership pour moi. Oui, certain. Écoute, puis justement, tu sais, là, à travers ton institut, ce que vous faites, c'est bien sûr, tu fais des conférences, tu fais de la formation. Si tu nous en parlais un petit peu, là, tu sais, pour nous donner le goût d'aller Oui, ben oui, certainement. voir. Moi, j'ai 4 piliers dans mon organisation. Le premier que j'aime beaucoup, c'est que je fais des sommets de leadership conscient. Donc, sommet, on s'en va au top, tu sais, tout ce qui est possible. Puis c'est drôle, à chaque année, le sommet monte, tu sais. Parce que la qualité des sommets monte de plus en plus parce que ça reflète qui je suis. Ça attire une clientèle qui veut aller encore plus loin. Ouais. J'en fais, là, évidemment, avec le coronavirus, ça a changé un peu la dynamique. On ne peut pas faire des événements physiques. J'en ai fait à Québec, j'en ai fait à Gatineau, j'en ai fait au Mexique, j'en ai fait à Montréal, en français et en anglais. Donc là, il y en a qui sont actifs en ligne. Puis là, il y en a d'autres, on espère, en septembre, qu'on va pouvoir aller en personne. J'ai aussi découvert, il y a 2 ans, que dans mon organisation, il y avait un grand focus sur le développement du féminin. Ouais. La société que je veux créer, ça prend un meilleur équilibre féminin-masculin. On sait que malgré qu'on fait beaucoup d'efforts, il y a une dominance du masculin.
Mhm. Au Canada, c'est décevant de dire qu'il y a seulement 5 de femmes présidentes. Même affaire qu'aux États-Unis, il faut qu'on n'est pas plus évolué que les États-Unis. En Finlande, en Suède, c'est 40 Ouais. Supposément que ça vient de l'ère des Vikings. Les femmes ont beaucoup de Oh, moins il de y avait place. plus de place. Oui, dans la société scandinave, moi j'ai travaillé pour Volvo, les femmes ont beaucoup plus de place. Ils n'ont pas besoin de se battre. Au Canada, il faut se battre. Donc, je fais des conférences, des événements pour le féminin. Donc, les hommes sont toujours bienvenus, mais évidemment, on a une prépondérance de femmes. Je fais aussi des ateliers de transformation d'une journée sur le leadership conscient pour la vision, les peurs, pensées limitatives, monter en conscience. Puis je fais évidemment du coaching en personne. Toujours axé sur la transformation. Moi, un leader qui vient me voir dit, moi, je veux couper mes coûts pour faire plus de profit, ça ne m'intéresse pas. Il y a plein d'autres consultants qui peuvent faire ça. Je l'ai déjà fait, been there, done that. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'ai la conviction, c'est que si on monte les niveaux de conscience, de la direction, tout devient différent. Le plan stratégique, et on n'a plus besoin de couper les coûts parce qu'on va avoir un volume d'affaires qui va grandir. On peut faire travailler sur l'accroissement du volume que baisser les coûts. Oui, certain, certain. Puis c'est plus branché sur le cœur, comme tu parlais tout à l'heure. Une question, en fait, on demande, on parlait d'échelle de Barrett tantôt, d'échelle. Fait que si on veut juste peut-être la positionner pour les gens qui ne connaissent pas ça, tu sais, quand je suis dans le bas, quand je suis dans le haut, juste peut-être prendre le temps. Oui, je vais donner un exemple. Mais l'échelle de Barrett, qui a 7 niveaux, elle a été conçue à partir de la pyramide de Maslow, que tout le monde connaît, qui avait 5 niveaux. La pyramide de Maslow, le niveau supérieur, c'est l'actualisation de soi. Et Richard a dit, il dit, mais oui, mais une fois que tu es actualisé, est-ce que tu te rapportes un impact sur le reste? Et qu'il a rajouté 2 niveaux. Donc, premier niveau, c'est la survie, qu'on a appris quand on était jeune, 0 à 2 ans. Bien, la survie, quand on est adulte, c'est peur de manquer d'argent. Beaucoup de gens vivent ça. On l'a eu de nos parents, cette peur-là. Puis la peur de manquer d'argent à la fin, c'est je ne mangerai pas, donc je vais mourir. C'est toujours relié à la survie. Au Québec, c'est assez rare que les gens meurent de faim. Surtout les gens qui ont des baccalauréats, des choses comme ça. Mais moi, j'ai tout vécu ma vie avec la peur de l'argent, jusqu'à temps que je la guérisse l'année passée. La deuxième, c'est les relations. Donc, on acquiert ce niveau-là de conscience de 2 à 4 ans. Puis la peur, là, c'est que je ne serai pas aimé. Je ne serai pas aimé, je ne serai pas aimable. Qui je suis pour penser. Troisième niveau, c'est la self-esteem, la confiance en soi. C'est comment est-ce qu'on va à l'école. C'est quand on rentre dans la performance. L'école, on nous montre la performance. Fait que là, la peur, souvent, c'est je ne suis pas assez bon. Moi, j'ai longtemps pensé, 3 ans que je voulais être entrepreneur, je me suis dit, qui je suis pour penser que je vais faire ça? Donc, 3 mises à pied, 2 dépressions pour dire, je le fais maintenant. Puis là, aujourd'hui, tellement heureux de l'avoir fait. Puis finalement, la vie, des fois, nous brasse assez que là, on est désarçonné. On tombe à terre de notre cheval, mais assez pour que ça fasse mal. Là, on se pose une question. Et là, on s'en va au niveau de la transformation. Là, il y a un équilibre entre moi et les autres. Plusieurs personnes évoluent. Niveau 5, cohésion de soi. Je découvre qui je suis vraiment derrière toutes les masques que j'ai portées dans ma vie. Et c'est quoi la mission de ma vie? Je le découvre. Mais là, il faut avoir le courage de le manifester. Là. Si on a le courage de dire à tout le monde, ça, c'est qui je suis vraiment. Là. Moi, j'ai fait ça il y a 3 ans, j'ai perdu la majorité de mes amis. Tous les anciens collègues que toi et moi, on avait, il n'y en a pas un qui répond à mes courriels parce que je ne suis plus dans le même branche. On n'est plus à la même place. Et quand on manifeste ça, ben là, on s'en va au niveau 6, on fait une différence. On fait une différence partout. Quand j'ai choisi, il y a 15 ans, d'être le meilleur développeur de talent chez Bombardier, ben c'est parce que je voulais faire une différence. J'ai compris aussi que c'est comme ça qu'on gagne la Coupe Stanley, quand tes athlètes sont le mieux entraînés. Mais je me faisais critiquer. Pourquoi tu développes autant ton monde? Tu n'as pas compris? On coupe les coups. Mais je dis, regarde, laissez-moi tranquille. Puis niveau 7, ben, on est au service. Au service des gens. Plus on est conscient, plus on est au service. Tu sais, quand on est vice-président ou président, on a le pouvoir de créer la vision, d'embaucher les gens, de créer les valeurs. Après ça, il faut s'enlever du chemin. Il faut défaire les embûches pour nos gens. Il ne faut surtout pas les contrôler. Il faut les laisser prendre leur place, mais être vraiment habile à enlever les embûches, être à leur service. Donc, c'est là qu'on appelle la pyramide inversée, tu sais. C'est pas le président en haut, non, le président devrait être en dessous puis enlever. Et les bons leaders conscients, là, ils font très bien ça. Très bien ça. On en a plusieurs au Québec qui font ça. Donc, c'est ça les 7 niveaux. OK, super intéressant. Puis justement, on est dans un ère où tout est en train de se bousculer. On est en adaptabilité à tous les jours. Je veux dire, toujours à l'affût des nouvelles parce que ça va vite puis que là, faut savoir réagir et tout ça. Fait que je voulais voir avec toi, dans ce mode de transformation qu'on est présentement, comment tu le vois justement, cette transformation-là chez nos leaders? Comment tu vois, qu'est-ce que tu penses que ça va être? On parle souvent du new normal ou le nouveau
nouveau normal d'après-COVID. Comment tu penses qu'il va se réaliser ou de quoi il va avoir l'air? Je ne sais pas de quoi il va avoir l'air. Je peux te parler de mon souhait. La réalité, je ne le sais pas. Ça serait vraiment honteux de retourner exactement comme on était parce que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas au niveau de l'environnement, ça ne marchait pas au niveau de l'épanouissement, santé mentale. Et il y a un enjeu majeur avec notre société où c'est la croissance à tout prix. Ouais. Si on veut une augmentation du produit national brut de 3 mais on est rendu à chaque année, à cause de l'accroissement de la population, on consomme les ressources de la planète plus tôt. Là, on était rendu avant la crise au mois d'août. Ouais. Puis, rendu au mois d'août, on a déjà tout consommé qui est disponible. Maintenant, ça n'a pas d'allure. Et les gens de ma génération et la tienne, il faut s'inquiéter de nos petits-enfants où il n'y aura peut-être plus d'environnement. Hein? On dit qu'au rythme où on allait, les lacs, il n'y aura plus d'eau, plus de plancton et de poissons en 2040. OK. Je dis, c'est pas juste qu'on ne mangera pas de sushi, c'est que le plancton a un effet majeur sur le. Fait que moi, mon espoir, c'est que les leaders, parce que quand on est vraiment arrêté comme maintenant, là, tout le monde qui est entrepreneur, et je crois que c'est vrai pour les grandes entreprises, le plan d'affaires de cette année n'a plus d'allure. Il y en a là, qui sont sur le bord de la faillite. Là. Malgré les contributions gouvernementales, il y en a qui passent pas, qui passent dans le trou. Il n'y a rien pour eux autres. Je pense qu'on va se questionner. Okay. C'est quoi mon leadership? C'est quoi être un leader? Pourquoi la croissance à tout prix? Ça donne quoi d'être millionnaire si j'ai une crise de cœur? C'est quoi le rôle d'un leader? Est-ce que ça ne devrait pas être un jardinier? Moi, je pense que le leadership conscient, on est un jardinier. On met un terreau fertile, on plante une graine, on arrose, on met de l'amour, et là, ça pousse. Ouais. On ne peut pas tirer le radis, ça ne marche pas. Non. Dans les entreprises, on dirait qu'on essaie de tirer le radis. Et ça fait des gens qui sont frustrés, qui disent Thank God it's Friday. Ouais. Moi, j'ai toujours voulu créer des organisations où les gens disaient Thank God it's Monday. J'ai tellement hâte d'être là lundi. Parce que moi, la plupart de ma carrière, j'étais comme ça. Hey, j'ai hâte d'aller, là. Ça va être cool, je m'épanouis. J'ai l'impression que le ralentissement forcé, tu sais, avant, on disait on n'a pas le temps de ralentir, mais là, on est forcé. Tout le monde a plus de temps, là. Ouais. C'est pas facile d'être à la maison, mais ça nous donne plus de temps. On n'a pas de voyagement en voiture. Mais j'ai l'espoir que les gens vont se questionner. OK. Moi, je fais des webinaires tous les jours. Les gens disent j'ai jamais eu autant de progression personnelle que j'en ai eu depuis 30 jours. Et souvent, je dis aux gens j'achète un livre de Kurt Tolle, je te le donne. Ça se peut que tu ne le lises pas, tu sais. Mais là, peut-être que tu vas l'ouvrir pour la première fois et il y a quelque chose qui va résonner pour toi. Ah, ben là, tout à coup. Et quand on est conscient, on ne peut plus jamais retourner en arrière. Non. Une fois que je sais l'impact que j'ai sur mes gens est négatif, mais là, je ne peux plus jamais l'ignorer. Un jour, moi, j'ai découvert que je n'étais pas très bon à écouter. Ça a été une grande révélation, ça a frappé dans le cœur. Pouf! Ben là, j'ai travaillé pour devenir meilleur, tu comprends? Mais avant, je ne savais pas que j'étais inconsciemment incompétent. Fait que mon espoir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peut-être passé du temps à se remettre en question pour peut-être choisir d'être un leader différent. Mais c'est clair, quand tu recules dans l'histoire de l'humanité, ce qui se passe en ce moment va avoir un impact. Oui. La Renaissance à Florence en 1492, ça a suivi le Moyen Âge. Des fois, il faut aller très creux dans la noirceur pour vraiment vouloir voir le soleil. L'hiver, là, on a-tu hâte au printemps? On a-tu hâte? Mais là, le printemps arrive, on est content. Quand arrive au mois de juillet, on prend ça pour acquis. Ouais. Puis au mois de septembre, là, on commence à compter les jours avant l'hiver. Les skieux, là, peut-être, ils aiment ça, mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. C'est un peu ça mon espoir. Mais je suis sûr, Stéphanie, qu'il va y avoir des transformations parce que les entreprises ont tellement été copées qu'on va retourner à l'essentiel. Ouais. On va retourner à l'essentiel. OK, c'est bon. Hey, merci Stéphane, bel échange. C'est le fun d'entendre ton expérience, de voir où ça t'a mené aussi. Puis c'est la preuve que tout le monde peut changer, aussitôt qu'on en prend conscience, si on veut, on peut justement faire une différence et tout ça. Peut-être là, si je suis intéressée à participer à ton prochain événement qui va probablement être en ligne, ce serait quand à ce moment-là? Quand est-ce que tes prochains événements sont en ligne? Moi, je fais des formations mensuelles en ligne. Donc, je le faisais avant en personne, mais là, je l'ai fait en ligne 2 fois. Ça fonctionne super bien. On sait comment ça marche. Hein? Les gens mettent un chandail et sont en pyjama en bas. J'en ai à tous les mois et j'ai des sommets. Là, il y en a un en anglais en ligne le 5 juin, puis il va y en avoir d'autres en ligne parce que je pense qu'on va sûrement faire beaucoup de choses en ligne. Donc, ma page Facebook, International Center for Conscious Leadership, est anglophone parce que c'est international. Ou mon site web www.icfconsciousleadership.com. Okay. Sinon, les gens peuvent m'envoyer une invitation Facebook sur Facebook. Là. Fait que tout est là.
Puis, les événements, évidemment, comme c'est en ligne, prix réduit, hein, j'offre les choses à moitié prix. Donc, OK. Ah, super. Merci beaucoup de ton temps. J'étais ça fait super plaisir. contente de reconnecter avec toi. Merci. Porte-toi bien. Fais attention. Merci. Merci. Au revoir. Merci À beaucoup. Bye bye. Bye.